Yo les trashers. Récemment, vous avez peut-être vu la vidéo de Squeezie sur le mystère des pyramides. Elle se questionnait sur les nombreux mystères et incohérences qui tournaient autour de ces constructions. 5 millions de vues et un gros débat sur YouTube pour savoir ce qui était vrai et ce qui relevait de la pure théorie du complot. L'Égypte fascine et regorge de fantasmes. Malédictions, hiéroglyphes, histoires cachées, des choses que vous croyez vraies et qui ne le sont pas toujours. Aujourd'hui, découvrons 6 mensonges sur l'Égypte ancienne. Comment a-t-on compris les hiéroglyphes ? L'Égyptien ancien est une langue morte. En 400 de notre ère, plus personne ne savait le lire ou l'écrire. Sauf qu'en 1799, on va faire une découverte monumentale. La pierre de Rosette. Une stèle sur laquelle est gravé un décret écrit à la fois en hiéroglyphe, en démotique et en grec ancien. Et le grec on connaît, la traduction était donc possible. Sauf que comme on l'a vu dans une précédente vidéo, l'Égyptien ancien c'est un énorme bordel. L'oiseau se prononce paix et la tasse que. Les deux ensemble se réfèrent au champ lexical de la servilité. L'histoire veut que ce soit le français Jean-François Champollion qui fut le premier à percer le secret des hiéroglyphes. 8 ans de travail acharné, une découverte si grande qu'il en serait tombé dans le coma de joie. C'est son visage qu'on voit dans tous les livres d'histoire. Mais en fait, si ce n'était pas lui, le premier homme à avoir compris les hiéroglyphes, ce serait en fait Thomas Young, un scientifique britannique. C'est lui qui a réussi à traduire les premiers noms. C'est lui qui a donné son savoir au tout jeune Champollion. Sauf que Champollion, un peu orgueilleux, dira que Young ne lui a rien apporté, qu'il a tout trouvé tout seul, et au final, l'histoire aura un peu oublié le nom du vieux Young. Bon, ça c'est ce que vous pouvez lire sur les forums anglais. Parce qu'il y a une vraie guerre sur internet pour savoir c'est qui le premier. Faut être honnête, Young est certes le premier, mais il n'avait pas vraiment compris les hiéroglyphes. Son approche trop mathématique et trop proche du grec ancien n'était pas la bonne, et il a fait beaucoup d'erreurs. Alors que Champollion, lui, connaissait le langage des Coptes, et c'est ça la clé pour comprendre l'égyptien ancien. C'est pas le texte en grec, c'est le texte en démotique. Il avait compris que les hiéroglyphes étaient à la fois idéogrammes et alphabet phonétique. Ici, Ra, le soleil, et Ramsès, Ra l'a mis au monde. Champollion mourra jeune, à 40 ans, après avoir réalisé son rêve de voyager en Égypte. Mais comble de l'ironie, toute sa vie il n'a travaillé que sur des copies. Jamais en vrai il ne put voir la vraie pierre de Rosette. La malédiction de Toutankhamon. En 1923, un homme agonise. Sa fièvre est extrême, ses yeux sont révulsés et il répète inlassablement un nom. Toutankhamon, Toutankhamon, Toutankhamon. Son chien aboie de terreur au fond de la pièce et l'homme finit par hurler une dernière phrase. « J'ai entendu ton appel !» L'électricité se coupe dans toute la ville, tout est dans le noir. L'homme est mort. Il avait participé quelques mois auparavant à la découverte du tombeau d'un célèbre pharaon, Toutankhamon. Une tombe restée inviolée et cachée pendant plus de 3000 ans. Devant l'entrée, une inscription terrifiante. Quiconque troublera la paix du pharaon connaîtra la mort et les flammes. Faut-il ouvrir cette porte ? L'équipe d'expédition hésite. Il y a des signes étranges dans le campement. La mort d'un canari, des cobras, des insomnies, des visions de cavaliers de la mort. Qu'importe. Ils ouvrirent malgré les avertissements. Et la mort entra en scène. Pneumonie, infection, démence, suicide, accident. Plus de 20 victimes, tous ayant pour point commun d'avoir troublé le sommeil du pharaon. Mais est-ce que c'est vraiment une malédiction ? On sait que la tombe était pleine de poussière, de substances organiques et des champignons. En même temps, il y avait un cadavre, de la viande, des légumes à l'ombre pendant plus de 3000 ans. Quand je vois la gueule de ma corbeille de fruits après une semaine, tu te dis que c'est pas ouf. Pourtant, l'équipe mangea dans la tombe, ils y passaient toute leur journée, le tout dans des conditions d'hygiène très limites. Normal qu'ils aient été malades. D'ailleurs, la personne morte au début de mon histoire, elle avait en fait été piquée par un moustique, il avait coupé le bouton en se rasant et paf, c'est la septicémie. Si l'histoire a pris autant d'ampleur, c'est à cause de la presse. L'expédition avait donné l'exclusivité des scoops aux Times, les autres journaux jaloux ont fait circuler de fausses informations. Les écrivains s'en sont donnés à cœur joie, Agatha Christie ou Conan Doyle, le papa de Sherlock Holmes, tous ont écrit des histoires fictives là-dessus, et aujourd'hui, on croit que c'est vrai. Preuve que c'est faux, Howard Carter, le chef, celui qui a ouvert le tombeau, celui qui a décellé le sarcophage, celui qui a caressé le premier la joue du pharaon, mec, zéro respect, il est mort 17 ans après, à 64 ans, autant dire que pour une malédiction, elle prend bien son temps. Les Égyptiens et les aliens. Troublant ces hiéroglyphes, n'est-ce pas ? On y voit clairement un vaisseau, un char et un putain d'hélicoptère. Et c'était pas un fake ou canular, on a trouvé ça ici, dans un temple à Abydos. Là vous dites c'est bon, c'est la preuve, les extraterrestres existent. Bon je vais vous décevoir, c'est ici un palimpseste. C'est des hiéroglyphes qu'on a retaillés. À la base c'est le nom de Séti Ier, mais il a été recouvert par celui de son fils, Ramsès II. Il est comme ça Ramsès, il aime bien s'approprier des trucs. Et c'est vrai que quand on regarde de plus près le nom de Séti I et celui de Ramsès II, quand on met les deux ensemble, ça se chevauche parfaitement. Enfin ça résout pas
pas tout, hein. Il y a quand même un deuxième cas de gravure étrange. Cette fois-ci dans un temple à Dendera. Regardez ça. On est d'accord, ça ressemble à une ampoule. Alors, paye la gueule de ton ampoule, mais là on est d'accord, hein, les Égyptiens ils avaient des lampes torches. Dites-vous qu'il y a même des mecs qui ont tenté de reproduire ces ampoules. Mais désolé de vous décevoir, c'est juste un dessin qui représente la création du monde. La fleur de lotus, le dieu serpent qui en sort, la lumière, les piliers de Djed, un peu métaphorique, mais ta petite sœur pourrait faire pareil. Si on voit des technologies extraterrestres partout, c'est à cause d'un phénomène, la pareidolie. C'est ton cerveau qui essaie d'identifier des formes inconnues et qui fait n'importe quoi. Oh, c'est mignon. Cléopâtre, la belle égyptienne. Ah, Cléopâtre, dans Astérix, Elizabeth Taylor, Monica Bellucci. Et si je vous disais que toutes ces représentations étaient des mensonges? Déjà, Cléopâtre, il n'y en a pas qu'une seule. Celle qu'on connaît, celle des films, c'est Cléopâtre 7. Il y en a eu beaucoup d'autres avant. Les Cléopâtres d'ailleurs n'étaient pas des égyptiennes. Elles sont descendantes de Ptolémée. Et les Ptolémées, je sais que ça sonne égyptien, mais c'est une dynastie macédonienne. Alors, pourquoi une étrangère est reine d'Égypte? À l'époque même de Cléopâtre, c'était déjà la fin de l'Égypte ancienne. On ne faisait plus de pyramides et on n'écrivait plus en hiéroglyphes. Par contre, notre Cléopâtre 7 a vraiment été l'épouse d'un pharaon d'Égypte. Enfin, de plusieurs pharaons. Des pharaons qui eux aussi étaient descendants de Ptolémée et pour une bonne raison, Cléopâtre a épousé ses petits frères. Oui. Elle avait 18 ans et elle épouse son petit frère de 10 ans pour des questions de succession. Je vous passe les histoires, mais c'est des petits cons. Elle déteste ses frangins et ils se font tuer. Elle a fait empoisonner son petit frère Ptolémée XIV, exécuter sa sœur Arsinoé et Ptolémée XIII lui meurt noyé pendant la bataille. Sympa la frangine. Alors après avoir appris que Cléopâtre n'était pas égyptienne, incestueuse et pas douce et toute gentille, je vais casser un dernier mythe. On connaît surtout Cléopâtre pour avoir été la conjointe et avoir fait des enfants avec Jules César et Marc-Antoine. La meuf se tape les deux plus grands big boss du monde à l'époque. Rien que ça. Alors vous l'imaginez sûrement plantureuse et envoûtante comme Kim Kardashian. Mais sa beauté est un mythe. Si elle a séduit tant d'hommes, c'est pour son caractère, sa voix et sa grande intelligence. Elle parlait 12 langues, connaissait les sciences et savait diriger une armée. Autant dire qu'elle avait du charisme. Mais à quoi ressemblait-elle vraiment? Les bustes qu'on a d'elle sont des versions embellies comme les Romains savaient le faire. Ça par exemple, c'est Jules César, c'est pire qu'un mauvais rendez-vous Tinder. Non, si on veut une vision plus réaliste, il faut regarder les pièces de monnaie. Des traits durs, des épaules larges, un nez long. Plutarque dira poliment d'elle que sa beauté n'avait rien pour émerveiller. L'apparence de Cléopâtre n'a rien de futile. Elle est politique. Les Romains l'ont rendue jolie pour en faire une tentatrice avide de sexe et de manipulation. Elle a fait graver des pièces où elle a l'air masculine et menaçante pour asseoir son pouvoir. Elle a beau avoir été l'une des femmes les plus puissantes du monde, son véritable visage restera à jamais un mystère. Les Égyptiens noirs, blancs ou arabes? Alors là, on s'attaque à un sujet brûlant. Quand on fait un film sur l'Égypte, de quelle couleur doivent être les acteurs? Il y a eu des polémiques récemment en disant qu'il faut faire jouer des acteurs arabes. Sauf que non, les grandes conquêtes de l'islam, c'est très récent dans l'histoire, et il y a plus de 3000 ans, la population égyptienne était très différente de celle d'aujourd'hui. Il y a des théories, portées par des scientifiques comme Cheikh Anta Diop, qui voudraient qu'en fait, tous les pharaons aient été noirs, et que les blancs ont effacé l'histoire, modifié les hiéroglyphes et imposé une vision blanche par le cinéma. Il est vrai que les pharaons noirs sont des oubliés de l'histoire. Ils ont régné plus de 100 ans, ont fondé la 25e dynastie, et ont réussi à réunir une Égypte qui était divisée. Ils ont leur nécropole, leur temple et leur statue. Après, ça fait 7 pharaons noirs sur les 200 qu'il y a eu. Pour les autres pharaons, difficile de juger de leur ethnie. L'ADN des momies est très abîmé, et au niveau des formes de visage, on sait que les populations éthiopiennes, moyen-orientales et européennes partagent de nombreux traits en commun. Donc difficile de juger de quelle couleur étaient les autres pharaons. Mais ça veut pas non plus dire que les pharaons étaient blancs. Il y a des gens sur internet qui pensent qu'ils étaient blonds aux yeux bleus et descendants de vikings. Ouais. Moi j'ai l'impression que tout le monde veut que son ethnie soit la fondatrice des pyramides. La vérité est beaucoup plus belle que ça. Les Égyptiens s'en foutaient de la couleur de peau. On l'a vu, les Égyptiennes portaient des perruques. Des perruques afro, blondes, lisses, crépues. Ramsès de lui-même était roux. Preuve que coexistaient tous les types de cheveux et tous les types de peau. Les quelques morceaux d'ADN retrouvés ont montré que la grande majorité de la population égyptienne n'était ni noire, ni blanche, ni arabe, mais plus proche des Phéniciens. L'Égypte est un carrefour entre l'Afrique subsaharienne, l'Europe et le Moyen-Orient. Pas étonnant qu'on y retrouve une telle diversité des phénotypes. La construction des pyramides. Si vous avez vu la vidéo de Squeezie, vous posez sûrement plein de questions. Comment, il y a plus de 4500 ans, des êtres humains ont réussi en 20 ans à peine à ériger des millions de pierres énormes? Comment les a-t-on déplacées sur plusieurs kilomètres sans connaître la roue? Comment ces pierres ont-elles pu être aussi parfaitement taillées alors qu'il n'y avait que des outils rudimentaires? Tout ça, on y a répondu par l'archéologie et la science. On a essayé de refaire des pyramides nous-mêmes, de tailler des pierres aussi parfaitement qu'eux, et on a réussi. On a même découvert des pyramides
d'époque inachevées, des rampes comme neuves, et il y a quelques mois seulement, on a déterré une de ces rampes qui a servi à la construction de la Grande Pyramide. Rien que ça. Il y a plein de théories super intéressantes sur la forme des chantiers, je vous invite vraiment à lire la page Wikipédia, vous allez découvrir plein de choses. Bon, ok, ça paraît quand même être une tâche colossale de tailler et monter toutes ces pierres, mais il y avait entre 10 000 et 80 000 ouvriers. Ils utilisaient des bateaux, des luges de sable, des scies, des poulies, des rampes, des outils de calcul, et bon, entre nous, ça reste du travail d'humain. Sur cette photo, me dites pas que c'est des technologies extraterrestres. C'est quoi ce travail de sagouin? Pour information, ceux qui ont construit les pyramides n'étaient pas des esclaves marchant au coup de fouet comme on a pu le dessiner. C'était des artisans, des gens talentueux, bien payés, bien nourris et enterrés avec les honneurs. Si vous souhaitez un débunkage de la vidéo de Squeezie plus complet, je vous conseille la vidéo des revues du monde ou de Defecator, comme ça vous verrez que le plus gros mensonge sur l'Égypte ancienne, c'est de penser qu'on ne sait rien. Maintenant, avec les 2 vidéos qu'on a faites sur Trash, on sait maintenant beaucoup mieux s'imaginer la vie d'un Égyptien. Et pourtant, même s'il y a moins de mystère, cette période me fascine encore. Enfant, je m'y sentais bien. Et je ne saurais trop vous conseiller, pour vos présents ou futurs enfants, de ne pas dire toute la vérité. Laissons les enfants rêver d'un monde mystérieux. Pourquoi ? Pour leur laisser ce plaisir, en tant qu'adultes, de découvrir la vérité, de désenchanter leur monde. La vidéo de Squeezie, malgré ses erreurs, est pour moi un cadeau fait aux plus jeunes. Ça va leur donner envie d'en savoir plus, de challenger leurs connaissances. Je me rappelle des paroles d'un professeur d'université qui me sont toujours restées en tête. On n'apprend jamais aussi bien qu'en désapprenant.